Une seule attaque dévastatrice sur une des routes les plus importantes de Colombie et c'est toute une crise nationale qui refait surface. Ce qui s'est passé sur la route panaméricaine, ce n'est pas juste un fait divers, non. C'est vraiment le symptôme d'un pays qui est de nouveau aux prises avec une violence qui monte. Allez, on regarde ça de plus près. 14. C'est un chiffre brutal, sec. 14 civils ont perdu la vie en un seul instant. C'est un bilan qui nous force à regarder ce qui se passe vraiment dans le sud-ouest de la Colombie. Et derrière ce chiffre, il y a bien sûr une réalité humaine qui est absolument écrasante. Le gouverneur du Cauca l'a dit lui-même, « Notre réseau hospitalier est à la limite ». Cette simple phrase, elle montre bien l'onde de choc que chaque attaque provoque, submergeant complètement les communautés locales. Bon, pour bien comprendre l'ampleur de la situation, il faut qu'on revienne sur cet événement, celui qui a tout déclenché, l'attaque contre la route panaméricaine. Essayez d'imaginer la scène. Un bus, plein de civils, des voitures qui roulent tranquillement, et soudain, l'explosion. Une bonbonne de gaz piégée, lancée directement sur la route, ne laissant qu'un cratère géant. Ce n'était pas un combat entre soldats, c'était une attaque délibérée contre des innocents. Les responsables? Un groupe dissident des FARC, connu sous le nom de Colonne Jaime Martinez. Cet attentat, aussi choquant soit-il, n'est malheureusement pas un cas isolé. En fait, il s'inscrit dans une tendance nationale beaucoup plus large, et franchement très inquiétante, l'expansion des groupes armés sur tout le territoire. Regardez bien cette évolution, c'est frappant. En seulement 3 ans, entre 2019 et 2022, le nombre de municipalités sous l'influence d'au moins un groupe armé a plus que doublé. On est passé de 195 à plus de 400. Ça veut dire que la paix, qui semblait pourtant si proche, est en train de reculer partout dans le pays. Mais alors, qui sont ces groupes qui sont en train de redessiner la carte de la violence en Colombie? D'abord, il y a l'ELN, la dernière grande guérilla historique du pays. Ensuite, on a le clan del Golfe, un cartel de la drogue très puissant, issu des anciens groupes paramilitaires. Et enfin, il y a ces fameuses factions dissidentes des FARC, comme les MC, qui ont soit refusé l'accord de paix de 2016, soit ont repris les armes depuis. Forcément, cette nouvelle vague de violence, elle a des conséquences bien réelles, dévastatrices. Voyons un peu le coût, que ce soit pour l'économie ou, bien sûr, pour la vie des gens. 10 billions de pesos. C'est un chiffre qui donne le vertige, C'est l'estimation des pertes économiques à cause des blocages de routes et des attentats, sur seulement 2 ans. Chaque attaque ne fait pas que tuer, elle paralyse aussi toute l'économie. Au-delà de l'argent, il y a une réalité encore plus terrible. C'est une sorte de prison à ciel ouvert. C'est ce que signifie le mot confinamiento. On a tous connu le confinement sanitaire, mais là, on parle de toute autre chose. Ici, ce sont les groupes armés qui emprisonnent les gens dans leur propre village, par la menace, par la terreur. Et le pire, c'est que la situation s'aggrave à une vitesse effrayante. Les chiffres de Human Rights Watch sont sans appel. Le recrutement d'enfants a explosé. On parle d'une hausse de plus de 80%. Et encore plus terrible, le nombre de victimes d'engins explosifs a grimpé de 145%, notamment à cause de l'utilisation de drones armés. La technologie de la guerre se modernise, et ce sont les civils qui en payent le prix fort. Face à cette crise, le gouvernement a mis en place une politique qui se veut ambitieuse, la paix totale, la paix totale. Le problème, c'est que cette stratégie se heurte de plein fouet à la réalité du terrain, ce qui crée un énorme paradoxe. Et voilà le grand paradoxe colombien d'aujourd'hui. D'un côté, on a la main tendue du gouvernement qui essaie de négocier la paix. Et de l'autre, on a le poing fermé des groupes armés qui profitent des cessez-le-feu pour étendre leur territoire et terroriser les populations. Ce phénomène, ça porte un nom, la gouvernance criminelle. Les sources décrivent une situation où la violence ne sert plus juste à se battre, mais à mettre en place un ordre social parallèle. En gros, les groupes armés remplacent l'État. Ils fixent les règles, ils contrôlent qui peut entrer ou sortir, et ils mettent la main sur toute l'économie locale. Après l'attentat, la réaction du président Gustavo Petro a été cinglante. En qualifiant les auteurs de terroristes, fascistes et trafiquants de drogue, il a montré à quel point le fossé est immense entre sa politique de dialogue et cette violence insoutenable sur le terrain. Tout ça, ça nous amène à une question vraiment fondamentale. Face à ce paradoxe, quel chemin la Colombie peut-elle encore prendre ? La nation est littéralement à la croisée des chemins. Finalement, cet attentat a agi comme une sorte d'électrochoc. Il a forcé tout le pays à se regarder en face et à se poser la question « Comment peut-on négocier la paix avec des groupes qui utilisent la terreur contre des civils comme une simple démonstration de force ?» Ce qui nous laisse avec cette question, simple en apparence, mais en réalité vertigineuse. Le dialogue peut-il vraiment faire taire les armes ? C'est tout le dilemme qui pèse aujourd'hui sur l'avenir de millions de Colombiens.